Voilà, alors si maintenant on continue à remplir le syllabus, donc à la page 14, hein, substance blanche, on a dit donc le sillon médian postérieur que vous voyez ici, le sillon médian antérieur, ça on a déjà fait. Les cornes antérieures et postérieures de la substance grise divisent la substance blanche en 3 régions, on a vu les cordons postérieurs, ça on a vu, puis ici, cordon antérieur, en disant qu'ici il y avait en réalité une commissure qui n'est pas bien dessinée ici, mais il y en a bien une, c'est-à-dire une liaison, une sorte de pont. On a vu les faisceaux fondamentaux et vestibulo-spinal. Donc maintenant, je vous les ai expliqués. Les faisceaux ascendants, ils contiennent des axones sensitifs qui conduisent les influx qui entrent dans la moelle épinière jusqu'à l'encéphale. Les voies sensitives sont classées suivant les lieux d'origine de l'influx. On distingue ainsi la sensibilité extéroceptive, les influx venant des téguments ou des muqueuses transmis au cortex cérébral, c'est-à-dire principalement de la peau. On appelle ça les faisceaux de Dejerine. On distingue le faisceau latéral ou faisceau spinothalamique, sensibilité à la chaleur et à la douleur, et le faisceau antérieur, un faisceau spino-réticulothalamique. Et alors ici, pour que vous puissiez le voir, ah oui, ici vous l'avez. Ok. Ensuite, on vous dit la sensibilité proprioceptive. Dû au changement de position du corps, c'est un influx venant des os, des articulations et des muscles et qui sont soit transmis au cerveau par les faisceaux de Goll et Burdach, hein, donc 8 et 9, c'est ceux-là. Hein. Où sont mes 8 et 9 ? Ici, voilà. Goll et Burdach, donc c'est bien ceux-là en bleu, hein, c'est pas les skis en vert, c'est bien en bleu. Goll et Burdach, ok. Et les axones issus de Goll et Burdach constituent un puissant faisceau appelé, hein, et ça on vient de le dire, c'est quoi ce faisceau? Vous l'avez à la page suivante, vous avez dit de le noter sur votre... c'est l'hémniscale. Donc c'est l'hémniscale. Alors, cervelet, donc ça arrive soit au cervelet par les faisceaux de Flechsig ou faisceau cérébelleux direct et de Gowers, faisceau cérébelleux croisé. Alors Flechsig et Gowers, hein, qui sont... J'ai plus de souris, mais ils sont Flechsig-Gowers 10 et 11 sur le schéma que vous avez devant vous, ok? Et donc eux, c'est bien des faisceaux cérébelleux, hein, dont on parle, et dont on parle de faisceaux cérébelleux, c'est ce qui est écrit aussi à votre page 16, cérébelleux, c'est parce qu'ils vont bien vers le cervelet. Allez, j'espère qu'il y en a quand même qui ont trouvé. Cérébelleux, on avait vu avec les pédoncules cérébelleux, donc cérébelleux, c'est bien pour ce qui va vers le cervelet. Ok. Et on vient de dire que Flechsig et Gowers, ok, ils avaient une info sur la proprioception inconsciente, et je vous avais dit, le cervelet, il a un rôle à jouer dans l'équilibre. Okay, donc en fait, c'est vraiment de la proprioception inconsciente, dans le sens c'est ce qui fait que vous tenez droit et que vous tombez pas ni à gauche ni à droite. C'est le bon équilibre, et donc c'est pas vous qui mesurez ça. C'est pas la proprioception consciente, comme on vient de voir, qui elle passait par Goll et Burdach. Ok. Donc l'idée ici, d'ailleurs je vois que dans votre schéma il est marqué Groll, c'est Goll, hein, c'est pas Groll, hein, c'est Goll et Burdach. Et donc ici, si on continue, on a donc les faisceaux ensuite qui sont descendants, donc c'est tout ce qui est moteur, ok. Et ils contiennent des axones donc moteurs qui conduisent les influx de l'encéphale vers dans la moelle épinière. Ces influx sont distribués aux muscles et aux glandes. Et on a donc deux voies principales, ce qu'on appelle la voie pyramidale et la voie extra-pyramidale. La voie pyramidale, elle coordonne la motricité fine. Donc on a la pyramidale croisée et la pyramidale directe. Hein. La pyramidale croisée traverse la ligne médiane au niveau du bulbe rachidien situé dans le cordon latéral. Et la pyramidale directe reste du même côté dans le bulbe rachidien situé dans le cordon antérieur. Et donc ça, on verra après que pour tout ce qui est partie motrice, okay, donc les voies descendantes qui sont ici en rose sur votre schéma, okay, et vous voyez le 15 dans ce schéma-ci qui est la voie pyramidale croisée. Eh bien, la voie pyramidale croisée, contrairement à la voie pyramidale directe, c'est tout simplement qu'il y a au niveau du bulbe rachidien, ce qui vient du cerveau gauche passe au niveau du bulbe rachidien à droite, et puis ça descend de l'autre côté. Tandis que la non croisée, donc la voie pyramidale directe, le 22 ici,
Donc le 15, ça veut dire que l'information a déjà été croisée plus haut. Okay, donc ce qui arrive à droite vient bien de l'hémisphère gauche. Alors que la voie pyramidale directe, le faisceau 22, que vous voyez en bas, eh bien celui-là, il doit encore être croisé. C'est-à-dire qu'il arrive du cerveau gauche, il arrive encore à gauche, et il va devoir traverser et arriver à la voie motrice de droite. Donc ça veut dire, ah, ma souris est revenue, ça veut dire que si ça arrive ici, en réalité, cette information-là, elle doit arriver ici. Alors que cette information-là, elle arrive ici. Ici, c'est bien la voie motrice, et donc c'est là qu'il va y avoir le corps cellulaire et le relais pour le nerf moteur. Hein. Ici, c'est la sortie du nerf moteur, ou ici, c'est la sortie du nerf moteur. Et donc ici, effectivement, on va avoir soit cette chose-ci, cette information qui vient ici, mais qui a déjà été croisée plus haut et donc qui arrive au bon côté, soit cette information-ci, mais qui a donc pas été croisée plus haut, qui vient de l'hémisphère gauche, puisqu'ici on est à l'envers, hein, ça c'est le côté ventral, et donc il doit passer du côté droit, puisque l'hémisphère gauche donne bien des ordres à la partie droite. Alors, les voies extrapyramidales, okay, elles conduisent des influx moteurs du côté opposé au niveau des muscles squelettiques. Okay, donc ça c'est tout ce qui est extrapyramidal. Alors, on va avoir dans les extrapyramidales, et ça je ne vous demande pas de les connaître, la rubospinale, tectospinale, vestibulospinale et olivospinale, et ça je ne vous demande pas. Okay, et c'est tout simplement parce que ça donne des chemins différents, ça montre par où est-ce qu'elle passe. Et donc, celle que vous avez à la page 16, ici, okay, donc c'était les parties sensitives. Okay, donc on vous donne en haut de la page 16 les deux parties sensitives. Pour le moment, on n'est pas dans le moteur. Sur la page 16A, c'est bien les parties motrices ici. Hein. Donc la voie motrice principale ou les voies pyramidales à figure 332 et 333, les voies qui sont extrapyramidales. Et si vous regardez dans votre schéma, vous voyez qu'effectivement ça passe par l'olive bulbaire, ça passe par le... Vous voyez que ça fait un stop avant d'arriver au cerveau. Okay, donc ils ont des parcours qui sont plus longs, ils font d'autres relais avant d'arriver au cortex. Alors que les voies pyramidales, en fait c'est dans l'autre sens, hein, les voies pyramidales, elles viennent du cortex. Hein, donc elles viennent du cortex et elles descendent, puisque c'est des voies motrices. Et là on voit que elles font pas d'arrêt, elles vont directement dans la moelle épinière et puis elles descendent. Soit elles sont croisées en haut au niveau du bulbe, et elles descendent de l'autre côté, soit elles descendent du même côté et elles sont croisées plus bas au niveau de la moelle épinière. Okay, donc vous voyez le faisceau pyramidal direct qui est indiqué à gauche, qui descend bien tout droit du côté gauche, et au niveau de la moelle épinière, je vous ai dit, il doit arriver sur la corne de matière grise qui se trouve de l'autre côté, et donc on voit qu'il passe de l'autre côté à cet endroit-là. Okay, donc il doit être croisé plus tard, tandis que l'autre, on voit qu'il est déjà croisé plus haut, et donc il arrive directement au bon endroit, il arrive à droite, donc, alors que c'est l'hémisphère gauche, d'où ça vient l'information, il arrive bien au niveau droit de ma moelle. Okay, donc il a déjà été croisé. L'arc réflexe, vous pouvez effacer, on n'en veut plus. Ensuite, l'encéphale et le tronc cérébral, on l'a déjà beaucoup vu, donc je ne vais pas tout vous lire, je vous propose de lire vous-même, mais on va remplir ce qui manque. Le mésencéphale, il s'étend depuis à la page 19. Le mésencéphale, donc ici, il s'étend depuis la protubérance annulaire jusqu'à la partie inférieure du diencéphale. Thalamus et hypothalamus, la face ventrale du mésencéphale contient deux renflements fibreux appelés... Allez, essayez de trouver. C'est ce qu'on avait appelé les pédoncules cérébraux. Hein, pédoncules cérébraux. La face dorsale du mésencéphale... Désolé. La face dorsale du mésencéphale présente 4 renflements. Et ça, c'était quoi les 4 renflements qu'on avait vus? C'était bien les tubercules des quadrijumeaux. Le mésencéphale contient aussi les 2 noyaux des nerfs crâniens, donc oculomoteur commun, optique et olfactif. Je ne sais pas où ils ont mis le 3 et le 4 là-dedans, c'est pas grave, oubliez. Structure, tout ça, c'est déjà rempli. La matière grise, donc, elle est dit... Alors oui, on a une partie particulière ici, de matière blanche et de matière grise. Hein. Dans la substance grise, on voit qu'elle est principalement au niveau du cortex, donc des extrémités du cerveau, et sur aussi les parties externes du cervelet. Il y a un autre endroit où on va trouver de la matière grise, c'est au niveau de la formation réticulée. Okay. La formation réticulée, donc, elle est disposée entre les fibres de substance blanche et se mélange à la substance grise
et de substance blanche portent le nom de substance réticulée ou de formation réticulée, ça dépend. Hein. Substance réticulée, c'est la même chose. Et en plus, on va trouver des noyaux centraux. Donc, à chaque fois, au niveau du cerveau, on va avoir, comme ici au niveau du cervelet, si vous regardez, il y a ces fameux noyaux centraux. Mais au niveau du cortex, on va aussi trouver ces noyaux centraux. Hein. Ici, justement, ce qui est le noyau codé, tous ces trucs, tous ces éléments ici qui sont en rose, hein, ce sont des noyaux centraux. Ok, donc c'est de nouveau ici des zones de matière grise. On a de la matière grise ici autour et de la matière grise ici plus en profondeur. Ok, donc c'est la même chose qu'on va avoir pour le cervelet avec de la matière grise extérieure et ici aussi de la matière grise. Ok, et donc ici on va avoir ce mélange de matière blanche et de matière grise ici en profondeur et en fait ça va principalement avoir un rôle de régulation du sommeil, de l'attention et de la concentration. Ça, c'est pour la formation réticulée. Ok. Le cervelet, à nouveau, on l'a déjà vu. Si on prend le texte en cours là où il faut remplir, la forme du cervelet ressemble à celle d'un papillon. Elle est formée de 2 hémisphères cérébelleux cette fois-ci et non plus cérébraux, cérébelleux, réunis par une portion médiane appelée le vermis. C'est dans le schéma qui est juste en dessous. Hein. Je vous laisse lire les pages là-dessus. Ensuite, au niveau de la structure du cervelet, à la page 21, hein, on vous dit il y a d'abord une couche superficielle qui recouvre la totalité de la surface du cervelet en formant des bourrelets qu'on appelle les lamelles. Elles constituent le cortex cérébelleux. Hein, c'est bien ici le cortex cérébelleux et non plus le cortex cérébral comme on a vu précédemment. Ensuite, on arrive à la page 22 où on nous demande de remplir ce qui concerne le cerveau. Je vous laisse remplir ce schéma-ci. Vous avez suffisamment de schémas dans le livre pour pouvoir le remplir par vous-même. Ok, on a différentes informations en bio et en physio. Ok. Et par contre, description. Le cerveau situé au-dessus du tronc cérébral constitue la majeure partie de l'encéphale. Ok. Le cerveau est divisé presque entièrement en 2 moitiés appelées les 2 hémisphères. Hein, ça, vous connaissez. Hein. Configuration extérieure. La surface du cerveau présente de nombreux replis qu'on va appeler les gyrus. Ok, gyrus, G-Y-R-U-S. Hein? Donc ici, les gyrus, ce sont tous ces petits bourrelets qu'on va observer ici. Hein. Ça, par exemple, hein, ça, ce sont des gyrus. Ensuite, des profondes rainures, on en a déjà parlé, ce sont les scissures, ok, ou les succulus ou succuli. Ça vient même, sulci, pardon, pas succulus, sulci. Donc c'est les sillons ou les scissures. La scissure la plus marquée est la scissure interhémisphérique hein, ou longitudinale, ça dépend. Mais donc interhémisphérique, c'est elle qui va séparer les 2 hémisphères. Les 2 hémisphères sont reliés intérieurement par un faisceau de fibres de substance blanche. Ces fibres de substance blanche, hein, c'est ce qu'on va appeler ici le corps calleux. Okay. Donc ça, c'est le corps calleux. Chaque hémisphère cérébral est divisé en 4 lobes, frontal, temporal, pariétal et occipital. Je vous dis qu'il y en avait un 5e qui était le lobe insulaire, qui était plus en profondeur, hein, qu'on a vu, je ne sais plus voilà, qu'on a vu ici, le lobe insulaire. Et on a vu les différentes scissures. Alors, qui sépare le lobe frontal et le lobe pariétal, je vous ai dit que c'était la scissure de Rolando, ici. Ensuite, on a la scissure de Sylvius qui sépare le frontal, ici, et le temporal. Et ensuite, on a la scissure perpendiculaire, ici, mais c'est interne, c'est celle qui est de l'autre côté, qui va séparer le lobe pariétal et le lobe occipital. Une autre scissure qui nous intéresse particulièrement, hein, c'est la scissure calcarine. La scissure calcarine, ici, elle n'est pas bien dessinée, mais elle va, être au niveau du lobe occipital. Et c'est autour de cette scissure que se situent les différentes zones de la vision. Hein. C'est pour ça qu'elle va être importante. Alors, configuration intérieure. On trouve les cavités appelées, ici, les ventricules. Okay. Un médian, qui s'appelle le 3e ventricule, qui communique avec le 4e ventricule par l'aqueduc de Sylvius. Okay. 4e ventricule qui est ici, et ça passe bien par l'aqueduc de Sylvius. Et ensuite, on a les 2 ventricules latéraux, latéral gauche et latéral droit. Il n'y a pas de nom particulier à lui donner. Les ventricules latéraux communiquent chacun
à leur partie antérieure avec le troisième ventricule par ce qu'on appelle les foramen interventriculaires. Foramen interventriculaire, c'est ce qui permet la communication avec qui sont